Et salut à tous, c'est Cédric de l'équipe Red Ribbon TCG. Aujourd'hui, une petite vidéo un petit peu spéciale à propos de Mecha Frieza. Alors, pour votre information, la vidéo va être en deux parties. La première partie sera une partie explicative pour toutes les personnes qui n'ont pas suivi tout ce qui se passait à propos de Mecha Frieza, que je ferai tout seul. Et la seconde partie sera une partie un peu plus débat, orientée sur qu'est-ce que tout cela va impliquer, et elle sera faite avec Aleng. Pour ceux qui ne sont pas intéressés par la première partie, je mettrai dans la description le timestamp pour vous rendre directement à la deuxième partie. Bien, alors, de quoi va vraiment parler la vidéo? Pour ceux qui ne le savent pas, aujourd'hui a eu lieu une annonce importante sur le Facebook officiel de Dragon Ball Super Card Game à propos de Mecha Frieza. En effet, Mecha Frieza a subi un errata. Et nous allons essayer de voir, au cours de cette vidéo, tout ce que cela va impliquer. Bon visionnage! Avant de regarder en quoi consiste concrètement l'errata, nous allons tout d'abord commencer par regarder Frieza en personne. La carte est une promo obtenue par les joueurs américains dans la première draft box. Pour nous, joueurs français, il s'agissait d'une des promos que nous pouvions avoir en achetant un display de la BT1. Son effet est le suivant. Lorsque vous jouez une extra card, vous pouvez réduire le coût en énergie de cette extra card de 1, en contrepartie de quoi vous preniez un de vos PV en main. Partie intéressante de cet effet, vous réduisez le coût spécifique de la carte. Qu'est-ce que j'entends par là? Par exemple, prenons la carte Présence encourageante de Monaka. Il s'agissait d'une carte que vous connaissez de la BT1. Vous voyez, en haut à gauche, on voit qu'il est requis une énergie et précisément, il est spécifié que nous sommes obligés de jouer une énergie bleue. Dans ce cas présent, lorsque je joue cette carte, avec mon leader, en faisant son effet, je réduis le coût à 0 et le coût en énergie spécifique à 0. Ce qui signifie que je peux jouer Monaka sans dépenser d'énergie et notamment sans dépenser d'énergie bleue. Par exemple, si je venais à charger une carte verte et que je n'avais que des énergies vertes sur mon terrain, je pourrais quand même jouer cette carte grâce à mon effet en prenant un de mes PV en main. L'autre partie importante de l'effet de Frieza est que cet effet n'est pas limité à mon tour, mais peut également se faire durant le tour adverse, ce qui me permettait de pouvoir profiter de cartes telles que Crusher Ball ou Cold Bloodlust durant le tour adversaire sans avoir besoin d'avoir des énergies encore actives. Dans sa face éveillée, Frieza a le même effet, sauf qu'au lieu de réduire de 1 le coût en énergie de la carte, il le réduit de 2. Je pense que rien que là, vous pouvez vous rendre compte de l'intérêt que peut avoir cette carte, même si pour certains, pouvoir descendre ses PV peut présenter un risque à vos yeux. Il faut voir ça d'une manière différente. Lorsque vous êtes non éveillé, vous allez essayer d'abuser le plus rapidement possible de son effet pour atteindre le seuil des 4 PV requis afin de passer en éveil avant votre adversaire. De cette manière, vous créerez un avantage en cartes dans votre main et également le fait d'être passé à 15 000 de puissance alors que votre adversaire ne sera encore qu'à 10 000 et ne pourra donc plus vous taper sans devoir combo et donc perdre des cartes de son côté. Nous allons maintenant regarder concrètement que permet de faire Mecha Frieza au cours d'une partie normale. Donc je vais d'abord commencer par vous montrer, pour nous joueurs français, en termes de BT1. Donc uniquement avec la BT1, le leader n'était pas problématique. BT1, BT2, ça allait. C'est vraiment à partir de la BT3 où les gens ont commencé à dire qu'il fallait faire quelque chose, d'où le fait que les ratas ne tombent que maintenant. En BT1, on pourrait voir un match avec une main à peu près comme celle-ci. Imaginons, là je jouerais un leader n'importe quel autre que Mecha Frieza. Mon tour consisterait à charge une énergie bleue, call boue, activer l'effet de boue, piocher 1. En général, là, mon tour serait fini pour la plupart des decks. Mecha Frieza peut permettre d'aller plus loin. En réalité, le même tour pourrait se décomposer d'une manière totalement différente. Donc, reprenons. Donc, j'aurais charge une énergie bleue quand même. Puis, j'aurais décidé d'activer la présence encourageante de Monaka. Grâce à l'effet de mon leader, j'aurais pu activer cet effet en réduisant de 1 le coût, en prenant un de mes PV en main. Puis, l'effet de la présence encourageante de Monaka m'aurait fait piocher 1. Donc nous voyons qu'ici, une carte qui normalement devrait être 1 d'énergie, pioche 1 et je gagne double strike. Là, d'un coup, ça devient un plus 2 en main, puisque j'ai pris une carte de mes PV que j'ai ajoutée en main, et le double strike gratuitement. Mais mon tour ne s'arrêterait pas là, et c'est là que réside toute la force de mon leader. Là où certains autres decks ne pourraient pas jouer objection tout de suite, moi j'en serais capable. Vous voyez, je joue objection, elle me demande 2 d'énergie, dont une bleue. Je vais faire l'effet de mon leader, je réduis de 1 l'énergie de cette carte en prenant un de mes PV en main. Je ne réduis que de 1, donc il resterait encore 1 d'énergie à payer, notamment l'énergie spécifique bleue. Je devrais donc utiliser mon énergie bleue pour charge une de mes cartes. Et là, pas là. Donc là, vous imaginez, nous sommes encore à mon premier tour de jeu, je viens de charge une énergie supplémentaire, alors que mon adversaire n'aurait même pas encore joué, par exemple.
Autre point fort avec Objection. Objection demande de charger une carte de sa main, ce qui devrait normalement vous faire une carte en moins dans votre main par rapport à avant. Sauf que vous voyez bien que moi, la carte en main que je perds est compensée par celle des PV que je rajoute. Et mon effet n'est pas limité à une fois par tour, je peux donc encore le refaire une fois, pourquoi pas. Hop, je réactive Objection, je paye 1, je prends une carte de mes PV en main, et je vais charge cette carte-là. Et vous voyez, nous sommes ainsi par exemple à mon premier tour de jeu, j'aurai déjà 3 énergies. Imaginons maintenant mon adversaire rentre dans un tour de jeu, il va invoquer une créature quelconque et je n'ai pas envie de l'affronter. Je vais pouvoir jouer Crusher Ball directement en prenant un de mes PV en main pour le reste. Et vous imaginez que là nous sommes donc toujours au premier tour de jeu de mon adversaire, j'ai pourtant déjà atteint le stade requis pour m'éveiller, piocher 2, mon adversaire a une unité qui est en reste, une seule énergie, son leader avec lequel il vient peut-être de me taper, donc j'aurais éveillé, je n'aurais pas pris de dégâts, à mon tour de jeu, à moi, et là je pourrais jouer normalement sans même avoir à trop profiter maintenant de mon effet, simplement car j'ai déjà créé là tout de suite un avantage considérable, puisque vous voyez je serai donc à 4 énergies, la possibilité de jouer des grosses cartes dès le deuxième tour, tout en étant éveillé, donc une puissance de frappe supérieure, le fait de piocher 1 à chaque tour grâce à mon attaque. Donc vous voyez déjà, rien que là, on peut imaginer en BT1 une certaine force. Cependant, on peut aussi voir des faiblesses. Je suis déjà passé à 4 PV mon premier tour de jeu. Mon adversaire, lui, a encore tout le temps de s'installer. À l'heure actuelle, en BT1, le jeu est quand même relativement lent. Et même si je peux jouer voilà, un Gotenks par exemple à mon deuxième tour de jeu, ça va pénaliser un peu mon adversaire, mais ça ne vole pas complètement la game. Nous allons maintenant voir un tour lambda pour des decks en BT3. Donc je vais vous montrer avec 2 decks. Le premier sera une version rouge GT de BT3 et la deuxième sera une version jaune singe. A tout de suite. Maintenant nous allons voir ce que pourrait donner un deck Mecha Frieza en BT3 et plus précisément là, je vais vous montrer le deck Mecha Frieza GT. C'est le deck qui a particulièrement choqué les personnes à la sortie de la BT3 car en fait c'est un deck qui permet de tuer votre adversaire dès votre deuxième tour de jeu. On l'appelle le 2-turn kill deck et c'est ce deck qui a fait que beaucoup de personnes se sont levées contre Mecha Frieza et ont demandé à Bandai de réagir, de faire quelque chose. Donc nous allons voir ensemble comment s'articulerait ce deck. Vous voyez ici donc ma main de départ, une main on va dire tout ce qu'il y a de plus normal, des battle cards, des extra cards, à bas coût et à gros coût. Pour un deck normal, le tour normal aurait été donc de juste charge une énergie et call son drop 1 et ne rien faire d'autre. Là nous parlons d'un deck Mecha Frieza, je peux donc faire plus que ça. Vous allez voir, ça va être assez simple. Je vais commencer par jouer la planète Vegeta. La planète Vegeta est une extra card, plus précisément un terrain de la BT3. Vous voyez qu'elle me demande une énergie jaune, mais grâce à l'effet de mon leader, en prenant un de mes PV en main, j'annule le coût, je réduis le coût de 1, donc le coût de 0, et je peux jouer mon terrain gratuitement. L'effet de mon terrain me permet d'aller chercher dans mon deck un Saiyan quelconque, enfin un Saiyan de coût 4 ou moins. Et là, dans ce cas-là, nous allons ouvrir notre deck et nous allons chercher Shugesh. Shugesh est le nouveau super combo jaune de la BT3, il demande un leader jaune donc, et il s'agit d'un Saiyan. Donc vous voyez déjà là ma carte me permet de tuto depuis mon deck mon super combo et soit gratuit. Ensuite pour une énergie rouge, je vais call mon petit Goku et son effet va s'activer, je vais regarder les 7 cartes du haut de mon deck, ajouter un Goku à ma main, et voilà, on va finir son deck là-dessus, je vais finir mon tour là-dessus. Là, voilà, on va dire mon adversaire joue. On peut dire qu'il va me faire un dégât ou même qu'il m'en fait 0. Donc, on va dire voilà, il me fait un dégât. Voilà, je prends le dégât et il arrête son tour là-dessus. C'est donc à moi de jouer. Je rentre dans mon deuxième tour de jeu. Je vous rappelle, le but de mon deck est donc de le tuer dès maintenant, en fait, dès ce tour-ci. Je vais donc charge une carte. Donc là, je vais charge cette carte rouge. Puis, je vais activer de nouveau une planète Vegeta avec l'effet de mon leader. Donc, je réduis de 1 le coût et je vais chercher dans mon deck une carte, un Saiyan de coût 4 ou moins. Alors, là, voilà, il va falloir donc regarder un peu ce qui nous manque, sachant que c'est un deck qui repose sur quelques combos. Donc, il me faudrait un Saiyan de coût 4 ou moins, un Saiyan de coût 4 ou moins, un Saiyan de coût 4 ou moins, un Saiyan de coût 4 ou moins. Je vais prendre celui-ci. Il s'agit en fait d'un Goku qui coûte 3 et qui en fait comme effet de lorsque j'ai 4 PV ou moins,
son coût sur mon terrain est augmenté de 2. D'ailleurs, sur mon terrain, il sera considéré comme un coût 5. Ensuite, je vais jouer Grand Tour Spaceship. Je vais encore une fois faire l'effet de mon leader. Donc, je réduis de 1 le coût, donc je n'ai plus qu'à payer une carte rouge. Et ça revient à dire que je regarde les 7 cartes du haut de mon deck. Je peux call parmi elles soit un Goku, soit un Trunks, soit un Pan, soit un Giru de 15 000 de puissance ou moins. Donc, on regarde les 7 cartes du haut de son deck. Et par chance, nous avons encore une fois le petit Goku que nous voulons. Là, vous voyez, je suis mon deuxième tour de jeu, j'ai les 8 cartes en main déjà, et je peux déjà m'éveiller. Je fais donc Awoken, je draw 2. Et je peux continuer comme ça de jouer autant que je le veux. Du coup, je vais tout de suite refaire un Grand Tour Spaceship. Une fois de plus, l'effet de mon leader. Je réduis de 2 cette fois, comme je suis en éveiller le coup en prenant un de mes PV en main. Je regarde les cartes du haut de mon deck. Je call parmi elles un Goku ou une Pan. Je vais call, pourquoi pas ce petit... je pourrais call la Pan. Non, je vais call le Goku une nouvelle fois. Voilà. Là maintenant, je vais réactiver une nouvelle fois une planète végétale. Donc une nouvelle fois, je vais reprendre une des cartes de mes PV en main pour jouer cette carte et chercher dans mon deck un Saiyan quelconque. Je vais décider de prendre une Fearless Pan, qui est une Saiyan, que j'ajoute à ma main. Donc le terrain meurt car j'ai déjà un terrain sur le terrain. Et là, j'ai toutes les pièces requises pour tuer mon adversaire. Alors que, je vous rappelle, nous sommes à mon deuxième tour de jeu, mon adversaire est censé encore avoir 8 PV. En général, il va donc avoir une seule énergie pour se défendre, mais cette énergie aura sûrement été utilisée au tour d'avant pour call une unité. Donc tout d'abord, pour tuer mon adversaire, la première chose que je vais faire là, c'est que je vais X-Evolve. L'X-Evolve, c'est quoi? C'est une nouvelle mécanique qui est arrivée en BT3, qui est une forme d'évolution qui demande en fait une seule énergie, d'une seule couleur, mais qui demande une target spécifique sur le terrain et de défausser une carte. Là, ce qui m'intéresse, c'est que je vais commencer par X-Evolve Broken Enix sur CM3 Son Goku. Donc vous voyez, pour l'X-Evolve, ça demande une énergie rouge, défausser une carte de sa main et d'y mettre sur un Son Goku GT de coût 4 ou moins. Là, vous voyez, je vous rappelle que les effets de Son Goku ici sont considérés comme des Son Goku de coût 5, comme j'ai moins de 4 PV. Donc vous voyez, le fait que j'ai descendu mes PV me permet de les utiliser comme target pour mon X-Evolve. Donc pour une énergie rouge et en défaussant une carte de ma main, je vais commencer par X-Evolve une première fois. Je vais ensuite taper avec mon leader, mon adversaire. À ce moment-là, mon leader va negate ou pas. Plusieurs effets sont activés. Tout d'abord, l'effet de mon leader qui va me permettre de piocher une carte. Ensuite, j'ai l'effet de cet X-Evolve là. À chaque fois qu'une de mes cartes attaque, il va gagner 5000 de puissance. Donc là, vous voyez qu'il est déjà donc à 30 000 de puissance. Là, mon adversaire va décider ou non de combo. Moi, pour ma part, je vais combo. Pourquoi? Simplement en fait pour activer un Senzu. Le but ici est d'utiliser ma capacité de mon leader pour prendre une carte de ma vie en main et restendre mes deux énergies. Ça n'a pas d'autre intérêt réel que de restendre mes deux énergies. Pourquoi? Vous voyez qu'en main j'ai une autre X-Evolve, c'est pas le même que celui-là, mais elle est quand même intéressante. Donc pour 1, je vais l'X-Evolve, donc une énergie rouge, et je défausse une carte de ma main, comme avant. Vous voyez que là directement, déjà je me retrouve avec plusieurs unités sur le terrain. L'effet de cette carte, c'est quoi? C'est il va se restand, donc il va taper 2 fois par tour, il va gagner 5000 lorsqu'il va faire son attaque, et il a double strike. Donc voilà, imaginons là mon adversaire déjà à 7 de dégâts. Je vais taper maintenant avec ce petit Goku. Mon adversaire va negate ou pas l'attaque. Moi je ne vais rien faire de plus en fait sur ce coup là. C'est juste pour attaquer. Une attaque dans le vide, ça ne lui fera pas de carte en main en plus pour garder, mais surtout ça va me permettre de gagner 5000 de puissance sur ce Goku là. Je suis donc maintenant passé à 35 000 de puissance. Je vais ensuite taper avec ce Goku là. Donc là mon adversaire va certainement la prendre. Je vais d'ailleurs me restendre. Donc lui, il vient de passer à 30 000 de puissance. Et lui est maintenant à 40 000 de puissance. Alors, là la façon dont j'ai fait mon tour est une façon particulière. Il y a plein de façons de faire. Il n'y a pas un pattern précis. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de monter la puissance de celui-là? En fait, c'est pour, je vous rappelle juste que lorsque vous évoluez une carte sur une autre, toutes les puissances qu'ils ont gagnées se transfèrent. Donc là, vous voyez qu'il y a un bonus, on va dire, de plus 15 000 de puissance. Je vais donc maintenant faire une X-Evolve sur mon X-Evolve. Donc vous voyez, donc c'est cette carte-là. Pour une énergie rouge et 2 cartes de ma main. Je vais discard cette carte-là et cette carte-là. J'X-Evolve
en ce Goku là. Donc il gagne encore les 15 000 de puissance. Donc là, je suis maintenant à 55 000 de puissance. Je vais maintenant taper avec de nouveau ce leader là. C'est celui-là. Donc là, voilà, mon adversaire là maintenant, donc je vous rappelle, il était à 5 dégâts. Hein, il s'était pris 2 dégâts. Là, il va potentiellement vouloir la comboter, celle-là, mais moi aussi, je super combo avec Sugesh, qui me permet de call une Fearless Pan. Et cette Fearless Pan, lorsqu'elle rentre en jeu, toutes mes rouges présentes sur le terrain regagnent 5000 de puissance et gagnent double strike. Donc là, mon attaquant qui était une attaque au début à 30 000 vient de passer d'un seul coup à 45 000. Théoriquement, mon adversaire ne va pas avoir de quoi la garde. Et là, vous voyez que mon Son Goku Ultimate, qui était normalement à 40 000 de base, a gagné les 15 000 de la formée en dessous, donc 55 000, les 5 000 de pan. Donc là, je suis à 60 000. 60 000 double strike. Donc là, je vais taper mon adversaire à 60 000 double strike. Mon adversaire qui est maintenant normalement à 3 PV. Mon adversaire a maintenant la possibilité de negate ou pas, donc toujours pas, car il n'a pas d'énergie. Je ne vais pas combo, mais l'effet de mon Son Goku va s'activer. Je vais gagner 5 000 de puissance. Je passe à 65 000 de puissance, double strike. Mais plus important, comme j'ai dépassé les 60 000 de puissance, mon adversaire prend un dégât automatiquement. Donc là, mon adversaire passe directement à 2 dégâts. C'est-à-dire qu'il n'est obligé de garder mon attaque, sinon il meurt. Car je vous rappelle que ma carte vient de gagner double strike grâce à Fearless Pan. Mon adversaire va donc éveiller, il va sûrement essayer d'utiliser toutes les cartes de sa main pour garde. Peut-être ne va-t-il même pas pouvoir le faire. Hein. Je vous rappelle que la plupart des combos demandent une énergie pour l'être utilisé. Donc peut-être qu'il ne pourra même pas monter à 65 000. Donc ça lui demande 55 000 de combo. Et s'il était capable de le faire, je ferai l'effet de mon Saiyan, qui est de défausser 2 cartes rouges de ma main pour le restand d'une nouvelle fois. Et je vais pouvoir retaper. Du coup, je vais retaper. Je vais regagner les 5 000. Je vais passer à 70 000. L'effet va de nouveau s'activer une fois. Donc mon adversaire va reprendre un dégât. Et mon adversaire ne va toujours pas pouvoir negate. Et là, je vais même pouvoir re-super combo une fois. Et donc, il va devoir regarder une 80 000. Donc, vous voyez, si je devais faire un résumé, il s'est pris une attaque à 65 000 double strike, une attaque à 80 000 double strike, une attaque à 30 000 double strike, une attaque à 40 000 double strike, mon attaque de leader. Et il me reste encore une Fearless Pan capable d'attaquer derrière pour lui faire vraiment le dernier dégât. Car vous voyez, quand j'avais attaqué là, avec l'effet, il lui restait 1 PV. Peut-être qu'il aurait claqué toute sa main pour la garde et que j'aurais pu le finir grâce à Fearless Pan. Donc vous voyez, en un tour, on est capable de sortir des montants d'attaque énormes et de mettre à mal votre adversaire et de l'achever en fait. Donc ça, c'est le premier deck qui a posé problème aux gens et qui a fait qu'ils se sont posé des questions sur est-ce que Mecha Frieza demandait ou pas un nerf. Une deuxième deck que je vais vous montrer maintenant, c'est la version Grand Singe de Mecha Frieza. Donc je vais maintenant vous montrer ce qui se passe pour un deck Mecha Frieza Grand Singe. Là, le principe est un peu différent car contrairement à Mecha GT où ça se passait durant les 2 premiers tours, ici ça se passe principalement au tour 3 et 4. Donc de la même façon, dans un Mecha GT, vous allez abuser des cartes extra que vous pouvez avoir dans votre deck pour diminuer vos PV à 4 PV le plus rapidement possible, utiliser des planètes Vegeta pour chercher dans votre deck les super combos qui vous seront utiles ou les Saiyan qui vous seront utiles et mettre en place votre stratégie. Ici, comment ça se passe? Et donc, une fois que vous êtes dans votre V3, vous chargez vos 3 énergies. Normalement, à ce stade du jeu, vous êtes censé n'avoir que 4 PV. Vous allez donc commencer par éveiller afin de piocher des cartes. Et vous allez taper avec votre leader. À ce moment-là, votre adversaire va negate tout bon, cela n'a pas d'importance, vous allez juste du coup piocher 1. Et vous allez en fait devoir essayer de super combo durant le tour. Donc s'il negate là, vous allez devoir taper avec d'autres rires. Et s'il negate pas, voilà, vous faites votre super combo de manière à invoquer le roi Vegeta. Lorsque le roi Vegeta rentre en jeu, vous cherchez dans votre deck n'importe quel grand singe. Ici, dans ce cas précis, nous cherchons toujours la forme évoluée du roi Vegeta. Puis, pour 3 énergies, nous évoluons nos 3 Vegeta en grand singe. Et nous finissons notre tour là-dessus. Il s'agit en fait d'un tour de préparation. Pourquoi? C'est très important de faire comme ça. En fait, pour pouvoir sortir votre grand singe, grand roi Vegeta le plus rapidement possible, vous avez besoin de l'évoluer sur un roi Vegeta. Dans le jeu, il existe beaucoup de cartes pour détruire par effet. Ce serait donc très risqué de juste call normalement le roi Vegeta, puis d'attendre et le tour d'après évoluer, car il y a de très fortes chances qu'il se fasse détruire par effet. Donc la méthode la plus simple est de descendre à 4 PV, attaquer avec une de vos cartes, faire votre super combo Shugesh pour call le roi Vegeta, et directement après le faire évoluer. Ça ne laisse absolument aucun timing d'activation pour votre adversaire pour activer un effet quelconque et vous le détruire. Pourquoi est-ce que c'est si important d'avoir ce roi Vegeta en jeu? Le roi Vegeta, en fait, il a 2 effets. Le premier, c'est que maintenant, tous vos Saiyan en main ne vous coûtent plus de combo.
pour les utiliser en phase de combo. Donc vous voyez que là, tous mes grands singes qui sont des combos à 10 000 qui me demandent normalement une énergie pour être joués, maintenant ils sont gratuits. Donc je peux combo à 10 000 gratuitement. Et l'autre effet, et c'est sûrement le plus important, c'est que maintenant tous mes Saiyan jaunes dans ma zone d'area obtiennent barrière. Barrière est un skill introduit dans la BT3 qui dit qu'ils ne peuvent plus être ciblés par des effets de cartes. Donc notamment ils ne peuvent donc plus être détruits par des effets de cartes. Donc en fait à partir de maintenant, mon roi Vegeta, tant qu'il est dans cette position active, ne peut pas être attaqué et ne peut pas être ciblé par un effet. Il est donc virtuellement indestructible. C'est très important car la planète Vegeta est un terrain spécialement conçu à la base pour les grands singes, puisqu'il fait qu'à la fin de mon tour, tous mes singes vont se restand. Donc là, vous imaginez, je peux taper avec mon roi Vegeta, c'est une attaque à 25 000 double strike, et à la fin de mon tour, la planète Vegeta s'active et tous mes singes se restand. Et donc, en attaque, ils ne peuvent pas être attaqués. Enfin, en actif, ils ne peuvent pas être attaqués, et barrière fait qu'ils ne peuvent pas être ciblés par effet de carte. Là, mon adversaire va jouer, peu importe ce qu'il va faire. Ça va être mon tour de jeu, à moi. Je vais donc maintenant charge 1, et c'est maintenant que la partie va être intéressante, puisque je vais pouvoir jouer la marche des grands singes. Donc, vous voyez, la marche des grands singes, c'est normalement une carte qui coûte relativement cher, parce qu'elle coûte 4 d'énergie. Mais, grâce à l'effet de Mecha Frieza, cette carte peut être réduite à 2 coups d'énergie. Donc là, vous voyez que c'est une carte qui ne me coûte plus que 2 d'énergie. Qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, donc, pour 2 d'énergie, je colle 2 grands singes de ma main, et je pioche 2. Donc, vous voyez que grâce à l'effet de Frieza, je n'ai absolument perdu aucune carte en main. J'en avais 9 avant, j'en ai 9 maintenant. Et pourtant, j'ai sur mon terrain maintenant 2 grands singes qui tapent à 20 000, qui sont des criticals. Donc, s'ils infligent un dégât, la carte part en zone de dispersion et non pas dans la main. Et qui sont des bloqueurs. Et le plus beau, comme ça ne m'a coûté que 2 d'énergie, eh bien je peux le refaire encore une fois. Donc là, vous voyez, je vois, pour 1 PV et 2 énergies jaunes, je vais recall à nouveau 2 grands singes et repiocher 2. Et vous voyez bien que je ne perds absolument pas de cartes en main. Je remplis mon terrain. Et chose importante, à part le roi Vegeta, tous les grands singes sont des bloqueurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand ils sont en actif, lorsque votre adversaire déclare une attaque, vous pouvez décider de les mettre en rest mode et rediriger l'attaque sur eux. C'est très important, pourquoi? Car je vous rappelle que la planète Vegeta va me les restand à la fin de chaque tour. C'est que là maintenant, moi durant mon tour, je vais simplement pouvoir taper à 20 000 double strike avec Bardock, à 20 000 critical avec Vegeta, 20 000 critical avec Vegeta, 20 000 critical avec Vegeta, 25 000 double strike avec le grand roi Vegeta, sans me poser de questions. Et à la fin de mon tour, tout cela va se stand grâce à la planète Vegeta, me redonnant un ensemble complet de bloqueurs qui ont barrière grâce au roi Vegeta, donc des cartes que tu ne peux pas attaquer, qui ne peuvent pas être détruites par effet et dont je peux me servir pour bloquer vos attaques et ainsi ne pas prendre de dégâts. En fait, il faut savoir que normalement, un deck grand app, à partir du tour 4, où il a réussi du coup justement à placer son terrain comme ça, il a virtuellement gagné. Il est quasiment invincible à achever. Parce que là maintenant, vous n'allez donc logiquement, mon adversaire ne va pas pouvoir me finir sur ce tour. Peut-être que je vais perdre un singe, peut-être juste un d'ailleurs, parce que je vais pouvoir combo, je vous rappelle, gratuitement grâce à mon roi Vegeta pour protéger les autres, tout en les utilisant pour bloquer. Ça va être à mon tour de jeu. Et là, je n'ai même plus besoin en fait de call des unités. Je vais juste continuer de taper avec eux. Et je vais pouvoir utiliser mes énergies pour jouer les Cold Bloodlust, les Crusher Blow Ball, et ralentir au maximum le jeu adverse, tout en continuant de le taper avec mes tapeurs, qui sont en fait invincibles. Donc voilà, ça c'est l'un des deux decks Mecha Frieza qui topait. Il en existe d'autres, j'ai pas le temps de tous les montrer, alors principalement les deux que je joue, ou que je jouais maintenant, et voilà, que je voulais vous montrer, pour essayer de vous expliquer. J'espère que vous avez vu un peu plus la puissance de Mecha Frieza, qu'est-ce qu'il permettait de faire, et que ça vous permet ainsi de comprendre pourquoi est-ce qu'il a eu une errata. Maintenant on va regarder de plus près et plus détaillé en quoi consiste concrètement l'errata. Chaque fois que vous activez une extra card, vous pouviez prendre une carte de vos PV en main pour réduire le coût de cette carte de 1. En non éveillé, l'errata a changé deux choses. La première chose est que un petit During your opponent's turn a été ajouté. Ce qui signifie que maintenant l'effet de Frieza ne peut marcher que durant le tour adverse. La deuxième partie qui a été rajoutée est que ce skill ne peut être utilisé qu'une seule fois durant le tour. Concrètement, en non éveillé, le skill n'est maintenant utilisable que durant le tour adverse et qu'une seule fois. Pour le côté éveillé, nous voyons que la seule chose qui a été rajoutée est le During your opponent's turn, ce qui signifie que en étant éveillé, nous pouvons le faire autant de fois que nous le voulons durant le tour adverse. Qu'est-ce que cela implique? Cela implique en fait que tout ce que nous avons vu avant, que ce soit de la BT1 ou de la BT3, n'est plus faisable. Nous ne pouvons plus jouer gratuitement de Presence of Monaka, d'objection, les planètes Vegeta. Nous ne pouvons donc plus utiliser de cartes extra durant notre tour sans en payer l'énergie. Ce qui signifie que nous ne pouvons plus très facilement prendre un avantage
considérable sur notre adversaire tout en nous éveillant. Dorénavant, nous ne pouvons plus utiliser l'effet de Frieza que pour activer des extra cartes durant le tour adverse, c'est-à-dire principalement des counters, donc des negates, donc des whisk coercion, ou, et je pense que c'est pour cela que ça a été fait, qu'on puisse toujours jouer les Crusher Ball, les Code Bloodlust, comme ça a été à mon avis prévu à la base, c'est-à-dire pour les cartes jaunes qui étaient à la base qui ont été designées spécialement pour les Frieza Army, et donc qui vont bien avec le leader Frieza. Nous passons donc d'un leader qui avait une utilité complète à un leader toolbox, donc vous pouvez faire plein de builds autour, à un leader qui sera centré principalement sur le contrôle durant le tour adverse, et concrètement un effet qui ne s'activera quasiment plus jamais, à part contre des très grosses menaces, donc on va dire 4 fois max durant une partie. En tendance, je dirais qu'on le ferait 2 fois, 3 fois. Donc voici concrètement en quoi consiste l'errata et ce que cela implique pour la carte. Maintenant, nous allons voir plus précisément avec Aleng au cours d'un débat qu'est-ce que cela va impliquer pour la méta, que ce soit aux États-Unis du camp PT3 ou pour nous, Français, car bien que l'errata vient d'être tombée aux États-Unis, elle va prendre effet dès le 1er mai mondialement. Donc même pour nous, Français, même si nous serons à ce moment-là simplement en BT2, cela nous concernera et donc on peut jouer Frieza tel que nous l'aurions souhaité. Du coup, on se retrouve avec Aleng pour discuter de Mecha Frieza et de l'errata qu'il a subi. Donc, déjà, salut Aleng. Yo YouTube. Donc, Aleng, on va commencer directement avec une première question rapide. D'après toi, l'errata, justifié ou pas? Non, clairement, honnêtement, justifié à 100% parce que faut qu'on se mette d'accord, la carte, la carte c'était un moteur à elle toute seule pour un deck. T'avais pas besoin d'autres cartes pour faire de la tuto ou autre chose. Genre la carte à elle seule, elle suffisait largement, c'était abusé. Après, je sais pas ce que toi t'en penses par rapport à ça. Alors, moi je suis mitigé, je dirais non justifié actuellement. Bien que la carte est forte, comme tu l'as dit, comme on l'a dit avant, hein, il y avait beaucoup de decks qui pouvaient la contrer et d'ailleurs même Bandai l'a dit dans leur annonce, il y a beaucoup de decks avec des gros win rates contre Mecha Frieza, mais justifié à mes yeux dans le sens où ça bridait trop pour l'avenir du développement du jeu, puisque en gros à chaque fois qu'une nouvelle carte d'action allait sortir, il fallait se demander est-ce que ça serait pas trop fort avec Mecha Frieza. Là on s'est enlevé cette épine du pied et on pourra sortir des nouvelles cartes sans trop de questions. Par contre, à mes yeux, le nerf reste quand même un peu trop violent. Je pense que le During Your Opponent's Turn est trop. Perso, j'aurais mis juste un once per turn, je pense que ça aurait suffi. Ça aurait fait que la carte serait restée très forte et jouée, plutôt que, à mon avis, l'enterrer quasiment complètement. Et donc, du coup, d'après toi, étant donné que maintenant Mecha Frieza s'est pris un gros nerf, quels sont d'après toi des leaders potentiels qui seraient capables de revenir dans la metagame actuelle? Personnellement, j'avais noté 2 leaders. Donc les deux, c'est des leaders Android. Donc j'avais noté l'Android 17 et l'Android Cell. Donc pour moi, en fait, ces deux leaders ont été vachement ralentis à cause de Freezer parce que... Tu peux nous les montrer? De mon point de vue. Ouais. Donc du coup, l'Android 17 et l'Android Cell. Alors pour moi, en fait, l'Android 17, c'est un leader qui permet un style de jeu un peu rapide. Mais à côté, Mecha Freezer était vraiment trop rapide et pouvait avoir un pool d'énergie plus important que lui. Donc du coup, en fait, avec l'Android 17, on n'aura pas le temps de poser ses androids face à Mecha Freezer. Même si avec l'Android 17, l'éveil à 6 de PV est vachement fort, je trouve qu'il n'a pas un impact assez puissant face à Mecha Freezer. Et par rapport au leader Cell, donc ce qui est fort avec le leader Cell, c'est qu'on peut aussi jouer à la Cell Chain. Bon, même si on peut jouer avec un leader Android, mais même si c'est une mécanique qui reste toujours aussi forte, ça aura toujours aussi un impact idem comme avec l'Android 17, un impact moins fort en face de Mecha Freezer. Parce que toujours la même raison, difficulté de mettre cette Cell Chain en place. Cold Bloodlust. Et voilà, surtout aussi que Mecha Freezer il joue Cold Bloodlust et Crusher Ball, donc de quoi tempo et de quoi embêter tout ce qui est Cell Chain et Critique Android, tout ce qui va avec. Ouais, donc en gros, si je vais résumer ce que tu me dis, c'est que pour toi, donc grosso modo des leaders Android, donc d'un côté un leader Android axé agression, rapidité de jeu, mais qui se faisait prendre de vitesse par Mecha Freeza, ce qui est quand même le comble, et d'un autre côté un deck destruction de main, mais qui se faisait complètement counter simplement par les Cold Bloodlust que Mecha Freeza pouvait jouer gratuitement et sans se poser de questions. C'est ça, donc du coup en fait pour moi les leaders Android vont revenir en force grâce à cet errata.
Et du coup, il faut noter les points forts des leaders Android et d'un jeu Android. Du coup, c'est une bonne force de frappe, la cell chain. En BT3, l'arrivée du support Android, du coup, grâce Ouais, au leader C13, grâce au puzzle Super C13 aussi, qui est vachement fort. Les Android C17 et C18 qui ont le critique. critical. Les Negate Android plus le moteur de draw Crate Android qu'il faut noter aussi. En BT3, on a aussi l'arrivée des cartes noires avec Mira, Masked Cyan, donc Mira qui est considéré comme un Android, Masked Cyan qui permet d'auto-éveil pour certains decks Android. On a aussi en auto-éveil, aussi on a Tenchi Han qui permet de prendre des PV et de pouvoir détruire une carte adverse, donc qui permet un petit peu plus de contrôle et en plus d'accélérer le jeu. Ouais, et les super combos aussi, tu n'en as pas parlé, Ouais. mais le super combo qui fait discard 1, C'est vrai, point énorme. important. Ouais. C'est vrai que maintenant que tu le dis, vert est la seule couleur qui possède un moyen de s'auto-éveiller en une seule carte. Puisque toutes les autres cartes, donc on pense à donc Masked Saiyan, tu l'as dit, je pense aussi à Non-Opening Son Goku, ce genre-là, ils sont en général du je m'inflige un dégât, par exemple Kaba aussi. Mais c'est vrai que Oui. Tenshin Han, lui, a un effet qui n'est pas limité à une fois par tour, et donc à partir du moment où on l'invoque, ou alors on combo avec pour qu'il s'invoque, ce qui est ça sa grande force, on peut effectivement s'éveiller directement donc en une seule carte. C'est vrai que ça rend le fait qu'on ne peut pas en fait stack un deck vert pour pas qu'il soit éveillé, quoi. Oui. Et du coup justement moi je te rejoins sur cette idée, puisque tu vois moi les deux leaders pour moi qui allaient revenir c'était pareil, donc c'est du vert, Cell, hein, évidemment, tu as exposé les raisons principales. Cell est un leader exceptionnel qui permet à lui tout seul de faire du contrôle en retirant chez l'adversaire plus du CA positif chez soi en piochant sans avoir besoin d'attaquer. C'est un leader Android qui profite, comme on l'a dit, de tout le nouveau support Android. Et puis bon, bien évidemment, là, cette chain qui est incroyable. Donc pour moi, effectivement, Cell sans conteste. Et je me dis qu'on aura peut-être du Broly. Toujours le même principe, donc de destruction de main, mais cette fois un peu plus orienté avec tout ce qui est le package Veggie, notamment avec Calicula, qui fait que Broly en forme éveillée n'aura plus besoin de détruire chez lui-même une battle card, ce qui fait qu'au final l'effet éveillé de Broly deviendra un -2 chez l'adversaire et rien de son côté, c'est-à-dire que chaque tour Clairement. on creuse l'écart de 3 cartes entre la carte qu'on pioche et 2 qu'on retire à l'adversaire. Ce qui me paraît assez énorme, et il faut pas oublier la promo Broly qui est jouée dans le pack Veggie justement, et qui permet de réduire de 3 le coût en évolution de Broly et donc de sortir ces Broly 6 d'énergie beaucoup plus rapidement. Et selon toi, du coup, est-ce qu'il va y avoir des leaders qu'on n'avait quasiment pas vus avant, voire même jamais vus, et qui pourraient maintenant se faire une place justement comme Mecha Frieza n'est plus là? C'est sûr que l'errata a permis à d'autres leaders de pouvoir s'exprimer. Donc j'ai noté ce leader Beerus, qui est un leader de BT1, parce que grâce à la BT2 et à la BT3, le jeu de Beerus pourra avoir plus de tempo et de quoi accélérer son pool d'énergie avec la carte le dieu des dieux, le grand prêtre, qui permettra de mettre tous vos gods sur le terrain en énergie. Mais après, je parle du leader Beerus, mais je trouve que voilà, quand on joue Beerus, on aura toujours le même schéma, du coup ça sera le World End, du coup, question fun, bon, on peut faire le deck Beerus pour le kiff, mais pour un aspect compétitif, je pense pas trop. Ouais, t'as peur que les Ensuite, gens vont se lasser surtout. ouais, surtout ça, parce que toujours faire le même schéma, je trouve pas ça fun. Après, c'est un point de vue comme les autres, quoi. Ouais. Et du coup, ensuite, j'ai noté le Sangoku qui est un leader bleu. Donc je trouve qu'avec ce leader, on a vraiment beaucoup de DL faisables, que ce soit en mono blue, en mono red ou une decklist orientée GT. Quand il est éveillé, donc l'effet de Risten 3 énergies, ça a permis en fait de créer des DL qui est possible de jouer, qui donne la possibilité de jouer 8 super combos. Donc en gros, si vous avez des DL où vous savez quel combo faire et que du coup vous savez quelle carte mettre mais qu'il vous reste encore de la place, justement on rajoute ces 4 super combos en plus qui sont des Sangoku Red, je crois. Ouais. Donc qui ont juste 10k shield avec le fait de draw une carte qu'on combo avec cette carte. Ouais. Et en dernier leader, j'ai rajouté le leader C13. Donc en jouant contre toi, tu m'avais montré une version du leader C13 qui permet d'épuiser le jeu adverse. En plus de profiter du critical et de la force de frappe des androïdes, le puzzle super C13 en plus de ça qui permet de gérer la main adverse. Et surtout, c'est aussi l'un des leaders qui permet de s'éveiller à 6 PV. Et je trouve que ça fait vraiment une différence des leaders qui peuvent s'éveiller à 6 PV.
Ouais, donc c'est vrai que C13, pour ceux qui connaissent pas, c'est un petit peu il y a un mix en fait entre les Android 17 et Cell, puisqu'il a en fait ce côté agressif et critical qu'ont les Android 17, Android 18, et le côté destruction de main que peut avoir Cell. Donc c'est vrai qu'il trouve un peu sa place entre les deux. Il a été pas mal sous-estimé par beaucoup, et peut-être effectivement qu'on pourra en voir quelques-uns. Moi, pour ma part, je suis plutôt parti sur du rouge en fait. Je me dis que si on va vraiment rentrer dans un jeu, dans une méta de destruction de main, destruction de terrain, encore plus que maintenant, puisque bien sûr, disparition de Mecha Frieza veut certainement dire disparition des zaps, et donc si on n'a plus les grands singes, il n'y a plus la barrière. Donc on va peut-être rentrer dans une méta avec encore plus de destruction de terrain. Donc moi je m'attendais à des decks qui vont faire beaucoup de CA, qui vont piocher beaucoup, qui vont tuto beaucoup et qui vont call beaucoup. Je pensais du coup notamment à Pan, forcément Pan qui permet de piocher 1 à chaque fois qu'on call une unité qui a 15 000 de puissance une fois par tour uniquement, mais même durant le tour adverse. Donc avec Topo pour annuler une attaque, c'est-à-dire que Topo devient j'annule une attaque, je me call, je draw 1. Avec le Vegeta Super Saiyan 2 qui devient un combo à 10 000, je me call, je draw 1. Donc Pan, vraiment une possibilité incroyable de faire un moteur de pioche, à mes yeux, tout en étant très agressive, puisque le power-up de Pan, etc. Et le fait que son Awoken ici permette de remettre 2 énergies en active fait qu'on peut faire des tours assez insane à coup de je call des Kaba, je mets Awoken, je remets mes énergies en actif et je call d'autres battles un peu plus fortes pour un tour vraiment violent. Et à côté je mettais peut-être un petit peu moins fort mais Mew. Mew, donc nouveau leader de la VT3 Machine Mutant, simplement parce que tu sais quand marche le principe du deck Machine Mutant, les machines s'invoquent entre elles, donc on invoque la petite qui fait dans le tuto une autre petite, au tour d'après on invoque ce petit quand tuto un autre, etc. Et on se retrouve à tous les tours en fait tuto une carte de notre deck minimum, en sachant que Mew de son côté nous permet en plus de call chaque tour gratuitement une unité, donc on se retrouve très vite à remplir notre terrain de petites unités qui nous font tuto d'autres unités du deck, on se retrouve facilement avec 14 de main. Donc en fait pour toi le leader Pan est mieux en fait grâce à l'errata de Mecha Freezer, en plus de facilité à s'exprimer, peuvent plus respirer en fait dans la méta actuelle. C'est ça, parce qu'en fait je pense que exactement comme tu disais pour Android 17, le problème c'était que Mecha Freezer leur laissait pas le temps de mettre en place leur jeu. Donc Mew on n'en a jamais vu, des Pan on a vu quelques-uns prendre des tops mais sans plus, tu vois. Et je pense que là, le fait qu'il y aura plus justement cette agression omniprésente, ce contrôle et le fait d'avoir cette menace d'avoir un board indestructible ou de mourir au T2 fait que les decks qui demandent, on va dire, 3-4 énergies pour se lancer vont pouvoir commencer à faire vraiment des choses assez incroyables. Mais du coup, voilà, donc Mecha Frieza disparaît. Donc on l'a dit, est-ce que d'après toi ça risque de faire disparaître des leaders qui étaient là? Je pense par exemple là aux leaders ou aux stratégies de jeu qui avaient été mises en place justement pour contrer Mecha Frieza. Maintenant que Mecha Frieza disparaît, peut-être que ces stratégies n'ont plus de raison de vivre et vont disparaître aussi. Je sais pas, t'en penses quoi? J'ai noté quelques leaders, mais avant de parler des leaders directement, je voulais parler de certaines decklists orientées sur Mecha Freezer. Donc moi j'en avais vu 3 principales. Donc il y avait Mecha Veggie, Mecha GT et Mecha Ape. Mecha Veggie, pour moi, les Veggie sans Mecha Freezer peuvent toujours continuer à bien tourner sur d'autres leaders. Pareil pour le GT, comme tu l'as montré, grâce à Pan qui va pouvoir reprendre de l'élan. Par contre, pour les Ape, ça m'inquiète un peu dans le sens où Mecha Freezer était vraiment l'un des meilleurs moteurs pour cet archétype, et sans ça, je vois pas en fait d'autres leaders actuels qui puissent se donner autant d'élan pour prendre une place dans un top ou quelque chose d'autre en fait. Ouais, donc, je suis d'accord avec toi parce que en fait le problème entre guillemets c'est que Ape c'était un jeu qui demandait de se placer. Contrairement à Veggie ou GT qui faisait du remplissage de board très rapidement, Ape c'était tour 3, tour 4. Ça demandait de pouvoir contrôler le jeu avant et de ne pas mourir justement face à Veggie ou GT. Et le fait que c'était Mecha Frieza, donc Crusher Ball, Code Bloodlust, Awaken très rapidement, ça permettait de tenir tout ça. Et de faire que T3 on pouvait faire ce double marche, enfin T4 pardon, faire la double marche des singes et de remplir d'un coup son board. Là le seul leader que je pense vraiment voir c'est Son Goku Super Saiyan 3 qui peut avoir une chance, mais j'avoue que j'ai beaucoup d'espoir pour les leaders qui ont été annoncés de la prochaine draft box. On sait qu'il y a un leader Bardock qui sous forme éveillée est un grand singe.
je me dis que peut-être ils ont fait un leader fait pour. Ouais, bah, je pense qu'ils ont dû anticiper les ratas de Mecha Freezer avec ça et peut-être fait quelque chose d'assez sympa Ouais, pour redonner j'espère, de ouais. l'espoir au hype. J'espère Bah, du coup, vraiment. en fait, les leaders que j'ai notés, ben, j'ai mis grossièrement tous les leaders de la Freeza Army, Freeza Clan, en fait. Donc, je pense que pour les Freeza Army, Freeza Clan, Mecha Freezer, c'était vraiment la carte qui se démarquait le plus d'eux et qui donnait de l'élan, en fait, à l'archétype. Mais à côté, Golden Freeza, Child et l'autre Freeza, je pense qu'ils n'arriveront pas à se démarquer, surtout Child. En fait, j'ai jamais vu, pour moi, tu vois, cette carte était inconnue avant qu'on en parle, quoi. Ouais, Et c'est normal. l'autre Freezer, je vois pas l'intérêt de la jouer et d'en Non. faire quelque chose autour, quoi. Ouais, il y a que Golden. C'est vrai que de toute la famille Frieza, il y a peut-être que Golden qui peut avoir une chance de revenir maintenant. Même si personnellement, Et j'y crois pas trop. je voulais noter Metal Cooler, mais je sais pas, je me suis pas trop penché dessus, je l'ai mis de côté, En mais fait, la plupart des decks qui jouent le Metal Cooler Engine ne jouent même pas Metal Cooler en leader. Parce que Metal Cooler, au ah, final, ok. son simple effet, c'est de tuto le terrain en fait du deck. Et donc en gros, on voit des decks qui vont jouer, par exemple, j'avais vu une combo avec justement Goku Super Saiyan 3 en leader. Ils jouent du coup 4 fois les terrains dans le deck pour l'avoir au plus vite, tu vois. Mais Mhm. du coup, à côté de ça, ils ont un leader avec un véritable effet. Ce qui leur D'accord. permet d'avoir vraiment de trucs. C'est vrai que côté Freeza Army, ouais, donc à part du coup Golden Freeza, peut-être qu'on n'en verra pas. Personnellement, je me dis, avec un petit peu d'espoir, que Ginyu va revenir. Ginyu reste du coup maintenant l'un des seuls leaders, le seul d'ailleurs, leader jaune de la Freeza Army, qui est capable de se self-inflict des dégâts durant son tour pour s'awoken plus rapidement. Et pourquoi est-ce que je mets en avant ces deux qualités? Le self-awoken durant son tour, on sait tous à quel point c'est fort. On se prend les dégâts en main, donc du CA en plus pour se défendre, pour préparer son jeu, pour mettre en place son jeu. Et on se rapproche rapidement de l'éveil, donc plus de cartes en main, on peut prendre l'ascendant sur l'adversaire, etc. Et pourquoi Freeza Army? Parce que Cold Bloodlust requiert un leader Freeza Army. Donc s'il y a encore un leader à mes yeux qui pourrait être capable de topper grâce à Cold Bloodlust, c'est Ginyu. Bah, entièrement d'accord, en fait, ouais, vu comme ça. Donc voilà, après c'est vrai que moi en leaders qui vont disparaître, moi j'ai pensé surtout justement voilà comme je disais au leader anti-Mecha Frieza. Donc plus qu'il y a réellement un leader, je pensais au deck Masked Saiyan qui jouait le combo Trunks, Chain Trunks into Haru, étant donné que le but c'était de faire plein d'attaques avec Haru qui va restendre des énergies. Alors si on rentre effectivement dans une méta contrôlée par le vert avec Cell, je pense que ce combo sera toujours viable puisque Haru marche contre les leaders jaunes, Mecha Frieza, et les leaders verts, Cell, Android, etc. Si par contre on rentre dans une méta où on aura une dominance rouge avec tout ce qui va faire du CA et de l'aggro type Pan, ou bleu avec du Beerus Tempo, du Goku Super Saiyan 3, je pense que la decklist Haru va en fait simplement disparaître des decklists et que du coup on s'orienterait peut-être sur un Masked Saiyan différent. Peut-être même que les gens vont se dire, puisque on cherche un leader noir critical, et qu'avant on jouait Masked Saiyan pour faire un Masked Saiyan bleu red, si on enlève ce côté bleu red pour Haru, ils vont peut-être se dire, attends, on va suivre, on va dire, l'élan de tout le monde, je vais jouer un leader noir critical, qui c'est qu'on a d'autre? Mira. Mira, qui est un leader noir critical, Android. Hop, et voilà, et vas-y que je te case un Mira qui va me faire du CA avec son effet pour piocher, du critical en éveillé, et je vais pouvoir profiter de tout le support Android qui est insane. Donc je pensais à ça, moi, et je me disais aussi Hit. Hit, on l'a jamais vu top. On l'a vu top récemment parce que Frieza est là et tu sais, voilà, en forme éveillée. Hit a pour effet d'annuler un bloqueur. Donc l'idée c'était contre Mecha Ape au final, quand l'adversaire se retrouve à 1 PV parce qu'il a fait tous ses effets avec Mecha Frieza et qu'il a son board rempli de singes et que normalement ici tous les autres decks perdent automatiquement. Là, Hit c'était du je t'attaque. T'actives un bloqueur, très bien, j'active l'effet de hit, je me défausse une carte et j'annule ton bloqueur et maintenant je combo avec toute ma main et je t'inflige le dernier dégât que t'as et t'as perdu. Donc Un gros all-in, quoi. voilà ça. Et si Mecha Frieza disparaît et que les apps disparaissent, hit n'a plus de raison de vivre. Donc voilà, moi je pense que vraiment ce leader-là va disparaître. Du coup, bon, on en a parlé un peu rapidement, mais si tu devais dire là tout de suite maintenant, selon toi, les deux meilleurs leaders de la méta américaine sans Mecha Frieza. Sans Mecha Freezer, ça veut dire qu'on compte la BT3 si on se base sur la méta américaine. Je mettrais Cell. Honnêtement, je mettrais Cell. Je mettrais le Goku Super Saiyan 3.
Et hein? J'ai dit ouais, non, je dis ouais, t'inquiète. Ouais. Et j'avais pensé une petite place pour Mira. Le fait qu'elle ait critique, je trouvais ça aussi fort. Du Ok, coup, ouais. je pensais juste à ces trois-là, quoi. Ouais, non, moi je suis d'accord avec toi. Enfin, Mira à voir, mais je suis d'accord sur la domination des deux premiers. Cell, Son Goku, sans hésiter, hein. D'un côté, on va avoir Son Goku avec, comme on l'a dit, cette capacité de charge rapidement et en éveillé d'avoir toujours 3 énergies minimum de dispo durant le tour adverse. C'est toujours hyper important. Et Cell pour le contrôle complet. Par contre, du coup, là, on parle pas mal de tout ce qui est méta américaine, mais pour nos viewers, qui sont pour la plupart français, donc jouent en méta française, en sachant que lorsque lorsque l'errata de Mecha Frieza rentrera en action, c'est-à-dire le 1er mai, elle rentrera en action globalement, mondialement. Donc même nous, pauvres joueurs français qui ne seront en ce moment-là qu'en BT2, nous devrons subir cette errata. C'est-à-dire qu'à partir du 1er mai, même nous ne pourrons plus jouer Mecha Frieza avec son effet, mais avec la version errata. Qu'est-ce que, selon toi, cela va faire pour notre méta? C'est-à-dire, je vais reformuler ma question. Selon toi, en BT2, du coup, avec l'errata de Frieza, en méta française, quels seront les 2 meilleurs leaders à tes yeux? Les 2 meilleurs leaders, je dirais l'Android 17. Et non, de tête, Android 17, Cell. Pour moi, il y aura une grosse dominance Android, en fait. C'est vraiment incontestable. Même si on ne profite pas du moteur et du support qu'on est censé avoir en BT3, la BT2 suffit amplement pour que les Androids se démarquent, en fait. Et je trouve que c'est vraiment assez insane que les ratas de Mecha Freezer mettent tellement en avant les Androids, en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, pour ma part, je dirais qu'en BT2, encore une fois, sans hésiter, Cell, hein, je pense qu'on est d'accord pour dire que ça sera Vraiment, l'un des meilleurs decks de loin. Et après, j'hésite entre le Ginyu Tricolore qui, en BT2 aux États-Unis, topait à l'époque avant que Mecha Frieza sorte. Donc, si nous on joue sans Mecha Frieza, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas top aussi? Même si j'émets une réserve là-dessus, parce que les Français n'auront pas la même expérience de jeu que les Américains au moment de la BT2, puisque nous n'avons eu qu'un mois d'écart entre les deux, là où les Américains ont eu 3-4 mois, et donc s'étaient déjà mis à jouer des compos tricolores et étaient déjà prêts à ce genre de choses. Est-ce que nous, Français, on en verra? Mais sinon, je pense qu'on verra toujours du Vegeta. Vegeta, leader de la BT1, qui permet de se self-awoken tout en ayant la pression du crit tous les jours. Enfin, tous les tours, et donc créer comme ça une sorte de CA négatif chez l'adversaire avec une pression incroyable. Voilà, donc moi je pense. Permanent. C'est ça. Je pense voilà, donc à ces 2 leaders, enfin on va dire 3 avec Ginyu, mais voilà. Après, je trouve que. Je sais pas si pour toi c'est une bonne chose que la communauté française ait pas pu subir en fait, on va dire le traumatisme entre guillemets qu'a créé Mecha Freezer avec justement son effet de pouvoir être un moteur à lui-même, à lui tout seul, d'avoir. Je sais pas, pour toi c'était une bonne chance. Alors je pense que c'est une bonne chose pour la communauté française. En fait, moi ce que j'avais peur, c'était que aux États-Unis, le jeu existe depuis presque 1 an maintenant. Donc les joueurs, là, ils sont en BT3, ça fait 1 an qu'ils jouent au jeu. Ils savent que le jeu a de l'avenir. Là, on parle quand même avec des régionaux avec plus de 300 joueurs, des tournois streamés, des teams sponsorisés. Donc ils savent que c'est un jeu solide. Aux États-Unis, le jeu marche. Donc eux, ils ont vu Mecha Frieza qui était un petit peu trop fort. Ils se sont pas dit le jeu est en train de mourir. Ils se sont dit Bandai va faire quelque chose à un moment donné. On a juste à attendre. Nous, on s'adapte. Ouais, où on s'adapte, voilà. Nous, en français, on aurait eu, au début même, la BT3 était censée être en juillet. Bon, maintenant, elle a été un petit peu repoussée de 1 mois, je crois, donc c'est en août. Mais même en août, c'est-à-dire que nous, le jeu n'aura eu que, on va dire, 3 mois de vie réelle, 3-4 mois de vie réelle, au moment où Mecha Frieza serait sorti. Et j'ai peur que, du coup, les joueurs français, ils soient là, ils se soient dit, oh putain, si en 4 mois, le jeu devient aussi cassé, il va vite mourir. Donc ça sert à rien que je continue d'investir, ça sert à rien que j'y joue et j'arrête tout de suite. Et j'ai peur que, je m'étais dit que ça aurait pu causer la mort du jeu en fait. Donc je pense que le fait que Mecha Frieza soit errata est une bonne chose pour la communauté française. Ouais, je pense aussi la même chose. Le temps d'adaptation, la transition qui est trop courte et le temps d'adaptation aussi vraiment trop court. Le temps que la communauté en fait se crée en fait autour de la BT1, qu'on passe à la BT2 aussi rapidement et qu'on voit un leader qui se démarque plus que les autres à ce point-là, je trouve que ça aurait été vraiment trop insane en fait. Ouais, là surtout, on le sait, parce mais la BT3 qui amène l'Overrealm avec les cartes noires, ça change déjà pas mal le jeu. Donc si en plus les gens ils auraient dû affronter des decks qui tuaient autour d'eux sans qu'ils aient aucun moyen de réponse, je
pense qu'ils auraient très vite arrêté le jeu en mode ok, bon, moi j'arrête. Bon, bah voilà. On vous remercie pour cette vidéo qui a été un petit peu longue. Ouais. C'est la première vidéo débat qu'on a fait. Je pense que ça vous a plu. En tout cas, nous, ça nous a vraiment plu d'avoir pu faire un débat, partager notre avis avec vous. On espère dans les commentaires que vous allez nous donner votre avis, votre point de vue, si vous êtes d'accord avec nous sur certains points, si vous l'êtes pas. N'hésitez pas à venir sur la page Facebook. Peut-être qu'à l'avenir, peut-être on fera un post pour justement débattre sur certaines cartes. Je sais pas si on va faire un post justement sur notre page Facebook pour exceptionnellement Mecha Freezer et les Rata, parce que si vous avez envie de discuter avec nous, si vous avez envie de nous faire part de ce que vous ressentez. Ouais, ou alors simplement en commentaire sur le post Facebook de la vidéo. Ouais, aussi. Et en tout cas, je trouve que c'est vachement important de faire des vidéos débats dans le sens où on peut vous apporter des points de vue différents, vu que voilà, Cédric et moi, on n'a pas le même niveau. Du coup, avoir le niveau de deux différents joueurs, c'est important. Peut-être qu'on on a pu vous montrer certaines mécaniques, certaines DL qui n'étaient pas possibles, ou d'autres que vous pensez pas pouvoir exploiter, et que maintenant vous allez vous lancer sur certains nouveaux decks. Et en tout cas, on espère que les autres vidéos débats à l'avenir qu'on fera avec d'autres personnes de l'équipe vous fera autant plaisir et que ça vous apportera autant de nouvelles choses. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu de la vidéo, à like la page Facebook et à nous suivre sur Twitch. Ciao les gens. Voilà, bon. Ciao.